La plaque de récompense glisse de mes doigts alors que je reste figé sur le seuil de la salle à manger, privé de l'ambre des rives. Le trophée en verre s'écrase contre le parquet poli, le craquement résonnant comme un coup de feu dans le silence. Personne ne bronche. Leurs yeux restent fixés sur l'écran de projection, où la présentation PowerPoint de mon frère brille d'une confiance toute corporative. Stratégie d'expansion de l'ambre des rives. PDG Clément Morgan. PDG Clément Morgan. Ma gorge se serre alors que je parcours les visages autour de notre table en acajou antique. Le sourire fier de mon père, les mains de ma mère jointes dans l'expectative, et le costume parfaitement repassé de mon frère alors qu'il se tient en bout de table. Ma table. La place que j'occupe depuis plus d'une décennie lors des réunions de famille. Hélène, dit papa en s'éclaircissant la gorge. Tu es en retard. Nous avons déjà commencé la réunion annuelle? Elle. À réunion annuelle? Ma voix me semble lointaine. Vous l'avez avancée de 2 semaines? La célébration du 15e anniversaire du restaurant est demain. J'ai finalisé les détails toute la matinée, passé des heures à coordonner avec les fournisseurs, à vérifier les plans de table, à m'assurer que chaque détail soit parfait pour honorer ce que nous avons bâti. C'est exactement pour cela que nous devons formaliser la transition maintenant. Enchaîne Clément en cliquant sur la diapositive suivante. La célébration offre l'occasion parfaite pour l'annonce. La transition? Le mot a un goût amer. Maman se penche en avant, son expression se voulant douce, mais sonnant faux. Ma chérie, nous avons transféré le contrôle opérationnel à Clément. Avec effet immédiat, nous voulions te faire la surprise. Une surprise. Je fixe le mot qui flotte dans l'air, lourd et menaçant. Une surprise, ce sont des fleurs, un week-end improvisé. Pas l'éviction de sa propre viande. Félicitations, je murmure, mais personne ne m'entend par-dessus le bruit de mon monde qui s'effondre. Il y a 1 semaine à peine, je me tenais sous les projecteurs des prix d'excellence culinaire de Lyon, acceptant le prix du plat de la mer de l'année pour mon crabe royal au glaçage de mandarine. Le public avait éclaté en applaudissements, mais lors de notre dîner de célébration après, mes parents avaient à peine touché à leur nourriture. « C'est bon, Hélène », avait dit papa en faisant tourner son vin. « Mais ce n'est pas scalable. Nous devons voir plus grand. » Pendant ce temps, ils avaient levé leur verre à Clément, portant un toast à son réseau d'écoles de commerce et à ses perspectives nouvelles. Peu importait que, pendant qu'il venait en visite pendant les vacances d'été, j'ai passé d'innombrables nuits à perfectionner des recettes, à nouer des relations avec les fournisseurs locaux et à doubler notre chiffre d'affaires au cours des 5 dernières années. Je ne suis pas seulement la chef qui exécute, je suis l'architecte de notre succès. Maintenant, je m'agrippe au dossier d'une chaise pour me stabiliser. Vous ne pouvez pas être sérieux. J'ai un diplôme de cuisine de l'Institut Bocuse. J'ai bâti notre stratégie marketing à partir de rien. J'ai doublé notre chiffre d'affaires alors que vous parliez de vendre. Et nous apprécions cela, ma chérie. Le ton de papa est empreint de condescendance. Tu es fantastique en cuisine, mais Clément comprend les affaires. Tu peux toujours être notre chef exécutive. Chef exécutive. Comme si je n'avais pas dirigé toute cette opération depuis des années, pendant qu'ils prenaient une semi-retraite dans leur maison au bord du lac. Comme si les prix, les critiques élogieuses, les clients fidèles qui me connaissent par mon nom ne signifiaient rien. Le tremblement de mes mains cesse alors qu'une clarté glaciale m'envahit. Je plonge la main dans ma poche, sors mes clés du restaurant et les pose délibérément sur la table avec un cliquetis métallique. Je ne suis pas seulement votre chef. J'ai construit cette marque. J'ai passé des nuits blanches à négocier les prix du poisson pour que nos marges tiennent. J'ai personnellement formé chaque serveur à la philosophie du restaurant. J'ai créé des plats
qui ont mis l'ambre des rives sur la carte gastronomique de Lyon. Clément soupire dramatiquement. Tu vois, papa? C'est exactement ce dont je t'avais prévenu. Elle est trop émotive pour les décisions commerciales. Papa fronce les sourcils. Hélène, tu dois comprendre. Ce n'est pas personnel. Il s'agit de faire grandir l'entreprise. Pas personnel? Je ris. Un son sec et inconnu. Vous m'avez prise par surprise pendant la célébration d'anniversaire que j'ai organisée. Vous ne m'avez même pas consulté sur les changements apportés au restaurant dans lequel j'ai mis tout mon cœur d'œuf. Et puis 11 ans. Ça suffit, intervient maman. Clément a un MBA de HEC. Il sait ce qu'il fait. Et voilà, le schéma familier. Ils prennent automatiquement le parti de Clément, rejetant mes préoccupations comme des réactions excessives et émotives, plutôt que comme des analyses commerciales légitimes. Ce n'est pas seulement mon poste qui est en jeu, mais ma réputation culinaire, les normes de qualité que j'ai établies, les relations que j'ai entretenues avec les fournisseurs et les clients. Alors que je les regarde, blottis les uns contre les autres, une prise de conscience se cristallise dans mon esprit. Ils ne m'ont jamais vue comme une partenaire égale. Pour eux, j'ai toujours été du personnel, l'employé fiable qui fait tourner la boutique pendant qu'ils prennent les vraies décisions. Vous savez quoi? Dis-je, ma voix plus stable que je ne le pensais. Peut-être que vous avez raison. Peut-être que Clément devrait prendre la relève. Leurs vies, sages, se détendent avec un soulagement visible. Mais souvenez-vous de ce moment. Je continue, reculant vers la porte. Parce que lorsque vous réaliserez ce que vous avez jeté, ne vous attendez pas à ce que je ramasse les morceaux. Je me retourne et sors, laissant derrière moi le trophée brisé qui ne signifie soudain plus rien du tout. Le silence dans mon sillage est plus assourdissant que n'importe quel cri. En marchant dans le couloir, je passe devant les photos encadrées qui ornent les murs. Moi, avec le maire, moi avec un critique gastronomique célèbre, moi avec mon équipe après notre première critique 5 étoiles. Chaque image est un témoignage d'années de travail acharné. Un travail qu'ils viennent de réduire à une simple ligne sur le CV de mon frère. Plus tard dans la nuit, je voulais seulement récupérer mon tablier au bureau, pas découvrir la profondeur de la trahison de mon frère. Mais c'est là, sur l'ordinateur portable ouvert de Clément, le logo de l'hôtel Grand Rivage, qui me fixe depuis son écran comme une accusation. Ma vision se rétrécit, tandis que je lis l'email, mes doigts agrippant le cadre de la porte pour me stabiliser. Cher Monsieur Morgan, nous accusons réception de votre annulation de la réunion de contrat de jeudi. Bien que nous soyons déçus de reporter les discussions sur le partenariat de restauration de 850 000 €, nous attendons avec impatience votre présentation d'alternatives rationalisées et rentables à la proposition de menu original. Le sol semble basculer sous mes pieds. Cette réunion n'était pas à Clément de l'annuler. J'avais passé 6 mois à cultiver cette relation, à concevoir des menus saisonniers, à calculer des coûts alimentaires exacts qui maintiendraient notre qualité tout en garantissant leur marge bénéficiaire. 850 000 €, près d'un quart de notre chiffre d'affaires annuel, balayé d'un simple email. Je fais défiler vers le bas, la nausée montant en moi alors que je lis la suite. Concernant votre demande de modification des offres de fruits de mer primés, nous sommes ouverts à des alternatives à condition qu'elles maintiennent le niveau d'excellence que nous avons expérimenté lors de notre dégustation initiale avec la chef Hélène. La trahison est plus profonde que je ne l'imaginais. Il y a à peine 3 semaines, Clément s'était penché sur mon poste de travail, carnet à la main, posant des questions détaillées sur ma recette de glaçage à la mandarine. J'essaie juste d'apprendre des meilleurs, avait-il dit avec ce sourire de gamin qui fonctionnait toujours sur nos parents. Maintenant, je comprends qu'il n'apprenait pas. Il complotait. Il n'a pas seulement volé mon poste, il a activement essayé de s'approprier mon travail,
de le déconstruire et de le vendre comme une version moins chère et inférieure de lui-même. Mes mains tremblent d'une colère si profonde qu'elle semble être une autre présence dans la pièce. 6 ans d'école hôtelière. 11 ans de semaine de 60 heures. Tout ça pour que mon frère puisse débarquer et démanteler tout ce que j'ai construit. Je m'assois sur la chaise de bureau, la mienne jusqu'à ce matin, et je regarde autour de moi. Les murs sont couverts de mes notes, de mes croquis de présentation de plats, des listes de contacts de fournisseurs que j'ai personnellement vérifiés. Cet endroit est une extension de mon esprit, de ma passion. Et il est entré ici, s'est assis à mon bureau, et avec quelques clics, il a commencé à tout effacer. La colère laisse place à une tristesse glaciale. Il ne voit pas la différence entre une mandarine de Sicile cueillie à maturité et un concentré acheté en gros. Ils ne comprennent pas que la relation avec Marc, notre poissonnier, garantit que nous ayons le meilleur de la pêche avant même qu'elle n'arrive au marché. Pour eux, ce ne sont que des lignes sur un tableur, des coûts à optimiser. Ils ont pris l'âme du restaurant et l'ont remplacé par un plan d'affaires. Et le pire, c'est qu'ils pensent que c'est une amélioration. Le lendemain matin, je franchis l'entrée de service de l'Ambre des Rives. 30 minutes avant la réunion avec les fournisseurs à laquelle je n'ai pas été invitée. Le personnel de cuisine échange des regards inquiets à mon passage, leur chuchotement me suivant dans le couloir. Je m'arrête devant la salle à manger privée, écoutant le ténor confiant de Clément. La porte est légèrement entr'ouverte, me donnant une vue claire sur la table en acajou antique, où Marc, notre poissonnier depuis 8 ans, est assis avec un pli profond entre les sourcils. À côté de lui se trouve Éléonore, dont la ferme familiale fournit nos produits depuis, avant même mon arrivée au restaurant. En face d'eux est assis Clément, dans un costume gris anthracite qui a encore les marques de craie du tailleur visibles au poignet. Les commandes de fruits de mer de première qualité sont tout simplement insoutenables à notre échelle actuelle, dit Clément en faisant glisser des dossiers brillants sur la table. Nous allons passer à un fournisseur plus constant avec une distribution nationale. Marc s'éclaircit la gorge, sa voix rauque trahissant son inconfort. La chef Hélène a spécifiquement choisi nos produits parce que nous pouvons garantir une pêche du jour même. Vos clients sentiront la différence. La fraîcheur n'est pas une marchandise, c'est une promesse. Nos clients recherchent la valeur et la constance, rétorque Clément avec aisance. De même, Éléonore, nous allons consolider nos commandes de produits via le marché de gros de Lyon-Corba. Leurs remises sur volume amélioreront considérablement nos marges. La main burinée d'Éléonore se crispe sur sa tasse. Ces tomates que vous aimez tant viennent de mon champ sud-est. Elles reçoivent le soleil du matin, mais l'ombre de l'après-midi. C'est pour cela qu'elles sont plus sucrées que tout ce que vous obtiendrez d'un distributeur en gros. Ce n'est pas une question de remise, jeune homme, c'est une question de terroir. Je ne peux plus rester silencieuse. Je pousse la porte et 3 têtes se tournent vers moi. Hélène. Le sourire de Clément n'atteint pas ses yeux. C'est une réunion privée. Avec mes fournisseurs, je réplique en me plaçant derrière Marc et Éléonore. Les gens qui ont aidé à construire notre réputation de qualité. Clément soupire dramatiquement. Ma sœur a du mal à s'adapter à la nouvelle direction. Veuillez adresser toutes vos questions à moi dorénavant. Quelle nouvelle direction ? Je demande en saisissant le dossier devant Marc. À l'intérieur se trouvent des maquettes de nouveaux menus. Mon crabe royal primé au glaçage de mandarine a disparu. Tout comme mon saumon sur planche de cèdre Ave. S. Réduction aux myrtilles. À leur place, des descriptions génériques. Plateau de fruits de mer grillés et poissons du jour. Vous standardisez le menu ? Dis-je, les mots acides dans ma bouche. Pour l'expansion en chaîne. Nous créons des systèmes scalables.
corrige Clément en se levant pour réaffirmer son autorité. Papa et maman sont d'accord que c'est la bonne décision. Les enjeux se cristallisent dans mon esprit avec une clarté parfaite. Il ne s'agit pas seulement de mon travail, mais de tout ce que j'ai construit. Ma réputation culinaire. Les clients fidèles, qui viennent spécifiquement pour mes créations saisonnières. Et maintenant, le contrat de 850 000 € avec le Grand Rivage, qui aurait pu assurer notre avenir financier tout en maintenant nos normes. Marc, dis-je doucement, qu'arrivera-t-il à votre entreprise sans nos commandes? Le poissonnier secoue la tête. Nous survivrons, mais j'ai 2 bateaux qui pêchent, principalement pour l'âme. Bredérive. Je devrais licencier un capitaine. Éléonore ajoute, et j'ai développé mes variétés anciennes en fonction de vos plans de menu, Hélène. Si vous n'achetez pas, je devrais labourer la moitié de mes cultures cette saison. Clément s'éclaircit la gorge, visiblement mal à l'aise, mais déterminé à ne pas perdre la face. Ce sont des ajustements commerciaux malheureux, mais nécessaires. En parlant d'ajustements, Hélène, nous devrions discuter de votre package de rémunération. Le poste de chef exécutive ne justifie pas un salaire de niveau dirigeant. L'insulte finale atterrit comme un coup physique. 11 ans de semaine de 60 heures, à bâtir la réputation de ce restaurant, et maintenant je fais face à une rétrogradation et à une baisse de salaire tout en regardant tout ce que j'ai créé être démantelé au nom de système scalable. Je regarde mon frère, si sûr de lui dans son costume, avec ses graphiques et son jargon d'entreprise. Il ne voit pas les gens devant lui, il ne voit que des chiffres sur une page. Il ne comprend pas que la force de l'ambre des rives n'a jamais été dans sa scalabilité, mais dans son authenticité, dans les liens que j'ai tissés avec des gens comme Marc et Éléonore. Il est en train de détruire les fondations mêmes de la maison en pensant renforcer le toit. Plus tard dans la soirée, après que tout le monde soit parti, Daniel me trouve dans la cuisine, en train de ranger méthodiquement mes couteaux personnels. « L'équipe de cuisine est avec toi », dit-il calmement, sa voix stable après 8 ans en tant que mon sous-chef. « Quoi que tu décides de faire, nous croyons en tes normes, pas aux siennes. » Pendant que j'enveloppe mon couteau Santoku préféré dans un tissu de protection, la question pèse lourdement sur mon esprit. Dois-je rester et me battre pour l'entreprise que j'ai aidé à construire, ou partir complètement et repartir à zéro? Rester Signy, fiait des confrontations quotidiennes douloureuses avec ma famille. Mais partir signifiait abandonner tout ce pour quoi j'avais travaillé pendant une décennie. Que feriez-vous lorsque les personnes qui devraient vous valoriser le plus ne voient pas votre valeur? La cuisine, autrefois mon sanctuaire, est devenue un territoire étranger. Les odeurs familières de bouillon mijotant et d'herbes fraîches sont remplacées par une tension palpable. Le silence est lourd, rompu seulement par les chuchotements du personnel qui me lancent des regards de pitié et de solidarité. Daniel a raison. Ils sont avec moi. Mais qu'est-ce que cela signifie? Je ne peux pas leur demander de risquer leur emploi pour ma bataille personnelle. Pourtant, chaque couteau que je range semble être un acte de reddition. Je me souviens du jour où j'ai acheté ce Santoku, après avoir économisé pendant des mois. C'était un symbole de mon engagement, de mon art. Le laisser ici irait comme laisser une partie de moi-même. 2 jours plus tard, l'invitation à la réunion du personnel apparaît dans ma boîte de réception, avec pour objet mise en œuvre de la refonte du menu, présence obligatoire. Je la lis 2 fois, la mâchoire serrée. Clément l'a programmée pendant le temps de préparation, quand il sait que je suis la plus occupée. La salle de conférence bourdonne d'une énergie nerveuse lorsque je me glisse à l'intérieur avec 5 minutes de retard, les mains encore humides d'avoir préparé les légumes. Clément se tient en bout de table, ma place, son costume sur mesure contrastant vivement avec ma veste de chef saupoudrée de farine. Timing parfait, Hélène. J'étais justement en train d'expliquer notre nouvelle direction excitante. Clément clique sur la diapositive suivante, révélant un menu épuré, dépouillé de mes plats signatures.
Nous mettons en œuvre ces changements dès demain. Mais le crabe royal au glaçage. De mandarine est notre plat le plus demandé, proteste Lorraine. Notre chef de rang. Nous avons des habitués qui viennent spécifiquement pour ça. Le sourire de Clément se crispe. Le nouveau menu privilégie l'efficacité et la scalabilité. Nous ne pouvons pas être otages des spécialités d'une seule chef. Une seule chef. Comme si j'étais juste une autre employée au lieu de la personne qui a construit la réputation de ce restaurant. Les changements frappent comme un tsunami. En quelques jours, les clients réguliers commencent à interroger les serveurs sur leurs plats favoris manquants. Madame Dubois, qui célébrait son anniversaire ici depuis 8 ans, part sans commander lorsqu'on lui dit que le flétan au citron confit n'est plus disponible. Qu'est-il arrivé à la qualité ? Devient une question courante, et la réponse de Clément est toujours la même. Rejeter la faute sur le personnel de cuisine. Pas sur ses décisions. Pas sur son leader, Chip. L'exécution en cuisine ne répond pas à nos normes, je l'entends dire au Martin. Des clients de longue date qui ont renvoyé leur steak trop cuit. Le visage de Lorraine brûle d'embarras alors qu'elle s'excuse pour une nourriture dont elle sait qu'elle n'est pas ce qu'elle devrait être. Le coup de grâce arrive lorsque l'Assiette lyonnaise, le blog culinaire le plus respecté de la ville, publie une critique intitulée « L'ambre des rive-t-il perdu sa flamme ?» Le critique, qui avait précédemment loué mon approche innovante de la cuisine française traditionnelle, se demande maintenant si le restaurant a abandonné son engagement envers la qualité au profit d'un attrait de masse. À l'intérieur de la cuisine, le sabotage continue. J'arrive un matin pour trouver mon équipement spécialisé, le fumoir sur mesure, la mandoline importée, les thermomètres de précision, déplacés en réserve. À leur place se trouvent 3 friteuses identiques. Est-ce ? Où est mon équipement ? Je demande. Clément a dit que nous avions besoin de plus de capacité de friture pour le nouveau menu d'entrée, explique Daniel, sans croiser mon regard. Tes affaires sont dans le placard de rangement, près du quai de chargement. Chaque nuit, je reste éveillée à fixer le plafond, recréant mentalement des recettes que j'ai mis des années à perfectionner. Pour la première fois depuis l'école hôtelière, cuisiner ressemble à un fardeau plutôt qu'à une joie. La cuisine, autrefois mon sanctuaire, est devenue un champ de bataille où chaque plat est un conflit potentiel. Le personnel marche sur des œufs, pris entre la loyauté envers moi et la peur du chômage. Lorsque je demande au cuisinier de finir le saumon avec un beurre composé, Clément annule l'ordre quelques instants plus tard. La fiche technique dit « huile d'olive seulement », annonce-t-il à voix haute. Nous avons besoin de cohérence, pas d'improvisation. Mais la cuisine n'est pas de la fabrication. C'est de l'art, de la science et de l'intuition tout en un. La standardisation de Clément supprime tout ce qui rend la nourriture digne d'être créée. Après un service particulièrement éprouvant, où 3 tables ont renvoyé la version de Clément de mon plat de Saint-Jacques, je me réfugie dans la chambre froide, pressant mon front contre les étagères métalliques froides. Des larmes de frustration menacent, mais je refuse de les laisser couler. Cette nuit-là, je commence à tout documenter, recettes, techniques, relations avec les fournisseurs, dans un carnet relié en cuir. Si je ne peux pas préserver ma cuisine, je préserverai au moins mon héritage culinaire. Le lendemain soir, après que tout le monde soit rentré, je trouve une petite mandarine posée précisément à mon poste. En dessous se trouve une note manuscrite dans le style inimitable de Daniel. Tes recettes, ta vision, certaines choses vont être remplacées, même par un MBA. Pour la première fois depuis des semaines, je souris. C'est un petit geste, mais il signifie tout. C'est la reconnaissance silencieuse que mon travail a une valeur qui ne peut être mesurée par des marges bénéficiaires ou des plans d'expansion. C'est la preuve que l'âme que j'ai insufflée à cet endroit vit encore, même si c'est juste dans le cœur de quelques personnes. Le point de rupture survient lors de la préparation du dîner des dirigeants de l'hôtel Grand Rivage. La cuisine vibre de tension alors que le personnel s'empresse de se préparer pour le service le plus important
depuis que Clément a pris les rênes. Le contrat de 850 000 € est en jeu. J'ajuste l'assaisonnement de la réduction de sauce lorsque mon père apparaît à l'entrée, Clément à ses côtés. « Hélène, nous devons parler du menu de ce soir, » dit papa, sa voix soigneusement modulée. Clément a quelques inquiétudes concernant tes préparatifs. « Once, mes préparations sont exactement ce qui nous a valu cette opportunité en premier lieu. » Je réponds, sans lever les yeux de la casserole frémissante. « Hélène, tu dois accepter que Clément est aux commandes maintenant, » dit papa en se rapprochant. C'est du commerce, pas du personnel. La cuillère en bois se fige dans ma main. Tout ce qui concerne la nourriture est personnel. C'est pour cela que les gens reviennent. Ils ne se connectent pas avec l'efficacité. Ils se connectent avec la passion, avec une histoire, avec l'âme d'un plat. Les gens du Grand Rivage veulent voir des concepts scalables, interrompt Clément. Pas des créations sophistiquées que seul toi peux exécuter. Ces mots cristallisent tout ce qui ne va pas dans leur vision. Ils ne veulent pas d'un restaurant, ils veulent une ligne de production. Ils ne veulent pas de ma nourriture. Ils veulent quelque chose que n'importe qui pourrait faire. Ils veulent un produit, pas une expérience. Vous savez ce que j'ai réalisé ? Dis-je en posant la cuillère et en dénouant mon tablier. Nous ne partageons plus les mêmes valeurs. Vous voyez la nourriture comme une marchandise, je la vois comme une expérience, un art. Ne sois pas dramatique, dit papa. Nous parlons d'une décision commerciale. Non, nous parlons du travail de ma vie. Je leur fais face, bien droite. Je ne vais pas vous regarder détruire ce que j'ai construit brique par brique, plat par plat, pendant 11 ans. Je démissionne. Et j'emporte mes recettes avec moi. La cuisine tombe dans un silence de mort. Même les hôtes aspirantes semblent retenir leur souffle. « Tu ne peux pas démissionner, » balbutie Clément. « Pas ce soir. Pas avec le Grand Rivage qui arrive. Regarde-moi faire. » Je n'ai même pas atteint la porte que Daniel s'avance. Si la chef Hélène part, je pars aussi. 3 autres cuisiniers retirent leur tablier. Le sous-chef, la chef pâtissière, le chef de paie, Artie. Mes gens, mon équipe. Leurs visages sont graves, mais résolus. Ils ne me suivent pas seulement par loyauté, mais par conviction. Ils sont aussi des artistes, et ils refusent de devenir des ouvriers à la chaîne. La panique commence à poindre dans les yeux de Clément. Mon père reste bouche bée, incapable de comprendre la scène qui se déroule devant lui. Pour lui, ce sont des employés qui partent. Pour moi, c'est une famille qui se déchire et se reforme autour de nouvelles valeurs. Plus tard dans la soirée, mon téléphone vibre avec un SMS d'Éléonore, ma productrice de légumes. Où que tu atterrisses, ton arrangement de commande spéciale t'accompagne. La qualité reconnaît la qualité. Un sourire naît sur mes lèvres. Pour la première fois, je m'autorise à envisager quelque chose de nouveau. Non pas me battre pour des miettes de respect dans le restaurant de ma famille, mais construire quelque chose de vraiment à moi. Cette nuit-là, je dessine des concepts pour mon propre restaurant dans les marges de mon carnet de recettes, les pages remplies de possibilités plutôt que de griefs. Le lendemain matin, je passe 2 appels. Le premier à Antoine Vincent, le directeur culinaire de l'hôtel Grand Rivage, pour demander une réunion privée. Je lui explique brièvement que j'ai quitté l'Ambre des Rives, mais que la vision qu'il avait initialement approuvée était la mienne et que je serais honoré de la lui présenter sous une nouvelle forme. Sa réponse est immédiate et curieuse. Un rendez-vous est fixé pour la semaine suivante. Le deuxième appel me surprend même moi. En vidant mon bureau, une carte de visite tombe de mon calendrier de bureau. Marianne Dubois, agent immobilier spécialisé en restauration. Nous nous étions rencontrés lors d'un événement de la Chambre de commerce et d'industrie il y a quelques mois, et elle avait mentionné un emplacement de choix qui se libérait sur la presqu'île. À l'époque, l'idée m'avait semblé être une fantaisie lointaine. Aujourd'hui, elle ressemble à une bouée de sauvetage.
Je prends mon téléphone, mes doigts stables, en composant son numéro. Marianne, c'est Hélène Morgan. Je pense que je suis prête pour cet espace dont nous avons discuté. Sa voix à l'autre bout du fil est chaleureuse et professionnelle. Elle se souvient de moi, de mon travail. Elle m'informe que l'espace est toujours disponible et me propose une visite pour l'après-midi même. Une vague d'adrénaline et de terreur m'envahit. Tout se passe si vite, mais au fond de moi, je sens que c'est la bonne chose à faire. C'est un saut dans le vide, mais au moins, je suis celle qui saute, au lieu d'être celle qu'on pousse. Une semaine plus tard, mon portfolio glisse sur la table en acajou poli vers Jean Mercier, dont les mains burinées ont financé 3 des restaurants les plus réussis de Lyon. La lumière du matin trave, herse les baies vitrées, illuminant la salle de conférence de Lyon Premier Capitale. Je suis votre travail à l'Ambre des Rives depuis des années, dit Jean en étudiant la photo de mon crabe royal au glaçage de mandarine. Vos combinaisons de saveurs sont remarquables. Je redresse mon blazer bordeaux, canalisant une confiance que j'ai reconstruite au cours de la semaine passée. Ma vision est une cuisine française moderne mettant en vedette des ingrédients locaux et durables. Les plats qui ont remporté des prix n'étaient pas des coups de chance. Ils étaient l'aboutissement de relations avec des fournisseurs qui comprennent mes normes. Jean hoche la tête avec appréciation. La plupart des chefs parlent d'ingrédients. Vous parlez de relations et de systèmes. C'est rafraîchissant. Je me suis préparée pour ce moment méticuleusement, répétant ma présentation tout en concevant mon business plan jusqu'aux petites heures du matin. La séparation d'avec l'Ambre des Rives est encore fraîche, mais la détermination a remplacé le choc initial. Je ne vais pas simplement recréer ce qui fonctionnait avant, j'explique en passant aux projections financières. J'ai identifié exactement où les coûts peuvent être réduits sans compromettre la qualité, en optimisant les processus que mon frère n'a jamais pris la peine de comprendre, en me concentrant sur la réduction du gaspillage et la saisonnalité, pas sur l'achat d'ingrédients de qualité inférieure. Avant que je ne termine ma présentation, Jean se penche en avant, ses yeux vifs fixés sur les miens. Je vous soutiens. Votre portfolio parle de lui-même, mais votre clarté sur les leçons tirées de l'entreprise familiale me dit que vous êtes prête à diriger. Dans combien de temps pouvez-vous sécuriser un emplacement? Un poids s'envole de mes épaules. Je ne m'attendais pas à une réponse aussi rapide, aussi décisive. En fait, j'ai trouvé un espace sur la presqu'île. Le restaurant précédent a fermé il y a 3 mois, cuisine entièrement équipée, excellent passage. J'enlève un sourcil. Préparation impressionnante. Il ne pose plus de questions sur mes finances, mais sur ma vision, sur la manière dont je compte former mon équipe, sur le type d'atmosphère que je veux créer. Pour la première fois, quelqu'un dans sa position ne me voit pas comme une émotive, mais comme une visionnaire. 2 heures plus tard, je me tiens dans l'espace de restaurant vide, négociant les termes du bail avec le gestionnaire immobilier. La lumière du soleil se déverse par les fenêtres qui présenteront bientôt le foyer d'Hélène aux passants. Chaque décision, du choix du nom à la négociation du loyer, me donne l'impression de reprendre un morceau de moi-même. De retour à mon appartement, mon téléphone vibre avec un SMS de Daniel. Catastrophe à la réunion du Grand Rivage. Les dirigeants ne sont pas contents. Kel. Aimant transpire à grosses gouttes. Je me verse un verre de Saint-Joseph, savourant à la fois la saveur et la nouvelle. La réunion que Clément m'a volée s'est apparemment déroulée exactement comme je l'avais prédit. Daniel appelle 1 heure plus tard, sa voix basse et pleine d'une satisfaction à peine contenue. « Tu aurais ri », dit-il. Clément a essayé de servir ton glaçage à la mandarine, mais ça n'avait rien à voir avec le tien. Trop sucré, consistance bizarre. Il a ajouté trop de sucre pour compenser l'utilisation de mandarines de qualité inférieure. Je réponds, connaissant les tendances de mon frère à prendre des raccourcis. Les dirigeants l'ont remarqué immédiatement. L'un d'eux a même demandé où tu étais. Daniel glousse. Ils ont écourté la réunion, disant qu'ils devaient reconsidérer certains aspects du partenariat.
Clément avait l'air de vouloir vomir. Je m'adosse à ma chaise, fixant le plafond. Et les retombées? Le chaos. Clément appelle tous les fournisseurs, essayant de comprendre ce qui ne va pas avec les ingrédients. Mais Éléonore ne répond pas à ses appels, et Marc lui a dit que les fruits de mer de première qualité qu'il recevait étaient basés sur votre relation. Il apprend à ses dépens que la confiance ne figure pas sur une facture. Les relations prennent des années à construire, je murmure. Ce n'est pas tout, continue Daniel. 3 événements d'entreprise ont été annulés aujourd'hui, le mot se répand sur les problèmes de qualité. Tes parents ont l'air sous le choc. La nouvelle devrait être plus satisfaisante qu'elle ne l'est. Au lieu de cela, je ressens un enchevêtrement complexe de justification et de tristesse pour la réputation du restaurant que j'ai travaillé si dur à construire. C'est comme regarder la maison de son enfance brûler. Même si vous n'y vivez plus, la douleur de la perte est toujours là. Mon téléphone sonne avec un appel entrant. Maman. Je le laisse aller sur la messagerie vocale, puis j'écoute. Hélène, ma chérie, s'il te plaît, rappelle-nous. Le dîner du Grand Rivage est la semaine prochaine, et nous avons besoin de ton aide. La famille a besoin de toi. S'il te plaît. Sa voix se brise sur le dernier mot. Je presse mon front contre la vitre froide de la fenêtre, regardant la circulation en bas. La famille. Ce mot, qu'ils utilisent maintenant comme un levier, est le même qu'ils ont ignoré lorsqu'ils m'ont trahi. Ils n'ont pas besoin d'Hélène, la fille ou la sœur. Ils ont besoin de la chef Hélène, la solution à leur problème commercial auto-infligé. La distinction est douloureuse, mais elle est aussi libératrice. Elle rend ma décision beaucoup plus simple. Quand ma mère a appelé ce soir-là, me demandant en larmes de sauver la famille en aidant avec le dîner du Grand Rivage, j'ai hésité. Revenir pour aider à préserver ce que j'avais construit montrerait-il de la force ou cela ne ferait-il qu'encourager le même comportement qui m'a poussé à partir? La tentation était là. Un réflexe conditionné par des années à vouloir leur approbation. Mais quelque chose avait changé en moi. Ce n'était plus mon combat. Le lendemain matin, Daniel arrive à mon appartement avec un dossier. « J'ai pensé que tu voudrais ça », dit-il en faisant glisser une pile de papier sur le comptoir de ma cuisine. Rapport de revenus quotidiens, nombre de réservations, plainte des clients. Ça plonge. Je parcours les documents, notant la forte baisse. La semaine dernière, le chiffre d'affaires a chuté de 40%. Les plaintes mentionnent des plats insipides, un service désorganisé et une atmosphère froide. Ils vont blâmer des facteurs externes, je dis, presque par habitude. Ils essaient, mais les chiffres ne mentent pas. Daniel s'appuie contre le comptoir. L'équipe de cuisine est avec toi. Dis juste un mot. Son offre est tentant. Un mot de moi, et tout le service de cuisine pourrait démissionner, laissant Clément et mes parents avec une coquille vide. Mais ce ne serait pas une victoire, ce serait une vengeance. Et je veux construire, pas détruire. Plus tard, Éléonore me présente à des agriculteurs spécialisés de la vallée du Rhône qui peuvent fournir à Le Foyer d'Hélène des légumes anciens indisponibles pour les grands restaurants. Nous marchons entre les rangées de bêtes arc-en-ciel, la rosée du matin s'accrochant encore aux feuilles. Ces familles cultivent depuis des générations, explique Éléonore. Elles sont enthousiastes à l'idée de travailler avec une chef qui apprécie leur artisanat. Je discute avec un producteur de tomates anciennes, sentant l'odeur terreuse et sucrée de la vigne. C'est ça, la vraie scalabilité. Des relations profondes qui se développent et portent des fruits, pas des contrats impersonnels avec des grossistes. Marc appelle Pend, en que je rentre en voiture. Hélène, j'ai une cargaison de crabes royales d'Alaska qui arrive la semaine prochaine, qualité premium, et je dîne avec Thomas Renaud demain soir. Je manque de faire une embardée. Le Thomas Renaud? De Ventures Côtières? Le même.
Ils cherchent à investir dans un nouveau concept de restaurant. J'ai peut-être mentionné ton nom. Les pièces du puzzle s'emboîtent plus vite que je n'osais l'espérer. Avec les relations de marque dans les produits de la mer, le réseau de producteurs d'Éléonore et les informations de Daniel, je peux accélérer mon calendrier de plusieurs semaines. Mon projet n'est plus seulement une idée dans un carnet, il prend vie, soutenu par une communauté de personnes qui partagent mes valeurs. Cet après-midi-là, je reçois un email qui fait trembler mes mains. Les dirigeants de l'hôtel Grand Rivage demandent une réunion pour discuter de vos concepts culinaires indépendants. Ils m'ont trouvé. L'émail. Il d'Antoine Vincent est direct. Ils mentionnent leur déception face à la nouvelle direction de l'Ambre des Rives et leur grand intérêt à poursuivre une conversation avec la visionnaire originale du menu qu'ils avaient tant apprécié. Pendant ce temps, les pages des réseaux sociaux de l'Ambre des Rives se remplissent de questions. Où est la chef Hélène? Revient-elle? Une critique dit « La qualité de la nourriture a considérablement baissé. Le toucher de la chef précédente manque cruellement. » Les messages vocaux de mon père deviennent de plus en plus désespérés. « Hélène, ce contrat avec le Grand Rivage est crucial pour notre expansion. S'il te plaît, reconsidère. Nous pouvons parler de ton poste. » La fissure dans leur façade s'élargit de jour en jour. L'orgueil s'effrite sous le poids des conséquences, révélant la vérité que j'ai toujours connue. Ils ont bien plus besoin de moi que je n'ai besoin d'eux. Je me tiens dans le espace vide qui deviendra le foyer d'Hélène, imaginant l'avenir prendre forme, un avenir bâti sur le respect, la qualité et mes normes inébranlables. Pour la première fois depuis que j'ai quitté l'Ambre des Rives, je souris sans réserve. Une semaine plus tard, la vue de la Lexus de mon père s'arrêtant devant mon nouvel espace de restaurant m'emplit d'une vague de satisfaction. Pour une fois, c'est eux qui viennent à moi. Je me tiens sur le seuil, les bras croisés, les regardant sortir tous les trois. Papa, les épaules anormalement raides, maman jetant un regard nerveux au panneau « À louer » qui arbore désormais un audacieux autocollant « Sous offre » et Clément traînant derrière, dans un silence inhabituel. « Hélène » tente papa avec un sourire chaleureux qui n'atteint pas ses yeux. « C'est intéressant. Un peu petit par rapport à l'Ambre, non ?» Je ne réponds pas, me contentant de leur tenir la porte. La poussière de construction flotte d'à et hince la lumière du soleil de l'après-midi qui traverse les fenêtres. Les murs en briques apparentes et le parquet en bois de récupération créent exactement l'atmosphère que j'avais imaginée. Chaleureuse, authentique, sans prétention. « Nous avons essayé de te joindre ?» dit maman, ses doigts triturant son collier de perles. « Le restaurant a besoin de toi. » Clément s'éclaircit la gorge, reprenant un peu de sa contenance. « Nous avons élaboré une nouvelle proposition. » Il sort un portefeuille en cuir. Un partenariat égalitaire entre nous. Tu gères la cuisine, je gère les affaires. Avec nous conservant l'autorité décisionnelle finale. Ajoute rapidement papa, pour la continuité. Quand je ne réponds pas immédiatement, son ton change. L'héritage familial est en jeu, Hélène. Tu ne te soucies pas de ce que grand-père a construit? De ce que nous avons tous construit ensemble? Maman se rapproche, sa voix s'adoucissant. Nous t'offrons ce que tu voulais. P. Pourquoi es-tu si têtu? Je marche jusqu'au bureau improvisé dans le coin où mon ordinateur portable est ouvert. Vous savez ce qui est intéressant? Vous ne m'avez jamais demandé une seule fois ce que je voulais vraiment. Je tourne l'écran vers eux, révélant mon business plan détaillé. Et maintenant, il est trop tard. Leurs expressions confuses alimentent quelque chose de chaud dans ma poitrine. J'ai obtenu mon propre financement il y a 2 semaines. Le bail est signé. Je sors un dossier et retire un document avec le logo de l'hôtel Grand Rivage en tête. Et ceci est arrivé hier. Qu'est-ce que c'est? Papa le saisit, ses yeux s'écarquillant à la lecture. C'est une lettre d'intention pour un partenariat.
500 000 euros? Un arrangement exclusif mettant en vedette mes plats signature. Je ne peux m'empêcher de laisser transparaître la fierté dans ma voix. Ils étaient très intéressés à travailler avec la véritable chef derrière le menu primé, pas avec un substitut corporatif. Tu ne peux pas faire ça, balbutie Clément. Le contrat avec le grand rivage était à nous, il était à moi. J'ai cultivé cette relation pendant 3 ans, bien avant que tu ne saches ce qu'était un bilan. Je me déplace au centre de la pièce, reprenant possession de mon espace. Je ne voulais pas de partenariat. Je voulais du respect. Et j'ai trouvé des investisseurs qui me donnent les deux. D'un autre dossier, je retire une pile de papier et la tends à mon père. Ceci pourrait aussi vous intéresser. Il parcourt les impressions, le sang quittant son visage. Des critiques en ligne de l'Ambre des Rives depuis mon départ. La qualité a chuté. Ce n'est plus le même restaurant. Où est la chef qui a rendu cet endroit spécial? Maman regarde par-dessus son épaule, sa main couvrant sa bouche. Je passe devant eux, en direction de la zone de la cuisine, faisant un geste vers l'espace qui nous entoure. La hotte de ventilation arrive la semaine prochaine. Nous gardons le concept de cuisine ouverte, mais nous agrandissons le comptoir du chef pour accueillir 12 personnes. J'ignore leur tentative d'interjection. Le programme des vins mettra en vedette de petits vignobles locaux et nous installons un four à bois là-bas. Le visage de papa rougit. Tu fais une erreur. Le nom l'Ambre des Rives a une reconnaissance. Les gens nous connaissent. Peut-être. Mais je n'ai jamais construit votre marque. Je construisais la mienne. La vérité est libératrice. Les gens venaient pour ma cuisine, pas pour votre nom. C'est ce que vous n'avez jamais compris. Le carillon de la porte d'entrée retentit, et 2 hommes en bleu de travail entrent, portant un grand paquet. Livraison pour Hélène Morgan? Parfait timing, dis-je en signant le bon de livraison. Les hommes le déballent soigneusement, révélant une enseigne en cuivre avec des lettres martelées à la main. Le F, Oyer d'Hélène. Les hommes la tiennent contre le mur de briques apparentes, au-dessus de l'endroit où se trouvera l'entrée de la salle à manger. Le cuivre doux brille dans la lumière de l'après-midi. Tu vas tout perdre, dit Clément, mais sa voix vacille. Je l'ai déjà fait. 11 ans de travail, la confiance de ma famille. Je me tourne pour lui faire face pleinement. Mais je construis quelque chose de mieux. La parfaite assurance de Clément se fissure enfin. Nous n'arrivons pas à recréer tes plats. Rien n'a le même goût. Le fournisseur de fruits de mer ne me rappelle même pas. C'est parce que la cuisine n'est pas une formule commerciale. C'est une relation avec la nourriture et les gens que tu sers. Je passe ma main le long du comptoir en bois de récupération. On ne peut pas quantifier la passion ou le lien personnel. Quand ils partent, les épaules affaissées, je reste au centre de mon espace. Mon restaurant, mon avenir, la satisfaction est simple plus profonde que je ne l'attendais. Ce n'est pas un sentiment de victoire sur eux, mais une victoire pour moi-même. C'est la certitude d'avoir enfin choisi mon propre chemin, guidé par mes propres valeurs. 2 semaines plus tard, Daniel me transfère un email concernant l'Ambre des Rives qui cherche un pré-relais pour couvrir des déficits opérationnels. Les clients réguliers se sont éloignés et des rumeurs se propagent sur une refonte complète du menu et une tentative désespérée de se réinventer en bistrot moderne et accessible, un euphémisme pour une baisse de qualité et de prix. La question familiale reste en suspens. Mon téléphone affiche 3 appels manqués de maman rien qu'aujourd'hui, mais je ne suis pas prête à répondre. Pas encore. Il y a trop à faire, trop d'enjeux. Je suis absorbée par le tourbillon de la création. Finaliser le menu d'ouverture, interviewer le personnel de salle, choisir la vaisselle qui mettra en valeur chaque plat. Chaque décision est la mienne, sans compromis. L'énergie dans le bâtiment est électrique.
Une ruche d'artisans, charpentiers, électriciens, peintres, qui travaillent ensemble pour donner vie à ma vision. Je passe mes journées sur le chantier, une tasse de café à la main, et mes nuits dans ma cuisine d'appartement, testant des recettes jusqu'à l'épuisement. C'est le travail le plus dur de ma vie, mais il est aussi le plus gratifiant. Le soir de la préouverture du foyer d'Hélène, je me faufile entre les tables remplies de critiques gastronomiques, d'anciens clients fidèles et d'amis de l'industrie. La cuisine bourdonne du chaos magnifique que j'ai créé, exécutant ma vision précisément comme je l'avais imaginé. Daniel, à mes côtés, orchestre le service avec une calme autorité. L'air est empli du parfum du pain fraîchement cuit de notre four à bois, du grésillement des coquilles Saint-Jacques dans la poêle et du murmure excité des convives découvrant de nouvelles saveurs. Chaque plat qui quitte la cuisine est une déclaration. Ce n'est pas seulement de la nourriture, c'est une histoire de résilience, d'indépendance et de passion inébranlable. Vers la fin de la soirée, j'émerge pour un dernier tour de salutation quand je l'aperçois. Ma mère, assise seule à une table dans un coin, une assiette à moitié finie de mon crabe royal au glaçage de mandarine devant elle. Elle n'a pas réservé sous son nom. Elle a dû utiliser un autre nom pour passer entre les mailles du filet. Nos regards se croisent à travers la pièce, et pour la première fois depuis des mois, je vois quelque chose au-delà de la déception et de la manipulation. Une reconnaissance, une lueur de compréhension, peut-être même de regret, dans ses yeux humides. Elle ne dit rien. Elle hoche simplement la tête, un mouvement presque imperceptible, avant de se lever et de partir. Ce n'est pas un pardon, ni une absolution, mais c'est un début. C'est la reconnaissance silencieuse que j'avais peut-être raison depuis le début. 6 mois plus tard, la sauteuse en cuivre chante contre la flamme alors que je réduis le glaçage à la mandarine, n'ayant plus besoin de justifier ma décision de tripler la quantité de fruits neufs frais ou d'ajouter une touche de cognac sur un coup de tête. Derrière moi, 3 cuisiniers se déplacent avec une précision quasi militaire, leurs couteaux brillants tandis qu'ils préparent le service du soir. « Chef, nous sommes prêts pour la revue du menu dégustation », lance Daniel, désormais mon chef exécutif, plutôt qu'un simple allié dans une cuisine qui ne nous a jamais vraiment valorisés ni l'un ni l'autre. Je hoche la tête, m'accordant un instant pour admirer l'étendue étincelante du foyer d'Hélène. Mon restaurant, ma vision, mes règles. Les changements de menu d'automne que j'ai prévus célèbrent les récoltes locales plutôt que de faire des compromis avec des substituts surgelés sur lesquels Clément aurait insisté. La rotation saisonnière est devenue notre marque de fabrique, attirant les éloges de critiques qui connaissaient à peine l'existence de l'ambre des rives. « J'arrive », je réponds en m'essuyant les mains sur mon tablier, alors que je me dirige vers le poste de préparation où Zoé, une étudiante en cuisine que j'ai prise sous mon aile, attend anxieusement mon verdict sur son travail de sauce. « La consistance est parfaite », lui dis-je, me souvenant de la façon dont ma mère avait un jour qualifié ma première réduction de « trop capricieuse ». J'ajoute « Maintenant, dis-moi pourquoi tu as choisi le thym plutôt que le romarin ». Son explication, articulée et réfléchie, montre une réelle promesse. C'est ainsi que le mentorat devrait être. Non pas un rejet déguisé en conseil, mais un véritable investissement dans la croissance de quelqu'un. Plus tard, monté, l'iPhone vibre avec une nouvelle demande de réservation. Nous sommes complets jusqu'en décembre, avec des critiques gastronomiques de Paris et de Marseille qui demandent des tables. L'attention de la presse nationale a transformé notre coin de Lyon en une destination, justifiant chaque nuit blanche passée à perfectionner des recettes dans ma petite cuisine d'appartement après avoir quitté le restaurant de ma famille. Le courrier de l'après-midi apporte une enveloppe de la Fédération culinaire française. À l'intérieur, une invitation à la cérémonie de remise des prix du mois prochain, où le foyer d'Hélène est nominé pour le restaurant de l'année.
La même cérémonie où, il y a à peine 18 mois, je me tenais, serrant une récompense pendant que mes parents chuchotaient sur le sens des affaires de mon frère. Cette nomination n'est pas seulement une reconnaissance de ma cuisine, mais de mon courage. C'est la preuve qu'en me choisissant, j'ai fait le bon pari. C'est une validation qui vient de mes pairs, pas de ma famille, et elle est d'autant plus douce. Je regarde mon équipe pendant la mise en place, leur concentration et leur dévouement. Nous avons créé plus qu'un restaurant. Nous avons créé une culture de respect et d'excellence. Quand l'annonce est faite lors du gala, je ne laisse pas tomber la plaque sous le choc comme la dernière fois. Au contraire, je l'accepte avec des mains stables, la lumière chaude des projecteurs sur mon visage, alors que je remercie mon équipe par leur nom. Daniel, dont la loyauté a été mon ancre, Éléonore, qui nous fournit toujours nos produits avec une passion inégalée, Marc, dont les fruits de mer rendent nos plats signature possibles, et chaque cuisinier qui a cru en moi au point de me suivre dans l'inconnu. Le succès ne consiste pas seulement à prouver aux autres qu'ils ont tort, je dis au public, ma voix portant une confiance que j'ai agnée à travers le feu. Il s'agit de se prouver à soi-même qu'on a raison. Il s'agit de construire quelque chose qui reflète non seulement votre talent, mais aussi vos valeurs. Dans la salle, je n'aperçois pas mes parents ni mon frère. Je ne sais pas s'ils sont venus. Et pour la première fois, cela n'a pas d'importance. De retour au restaurant, nous nous rassemblons après la fermeture. Éléonore apporte du champagne, tandis que Marc expose fièrement le premier exemplaire de mon livre de cuisine, Le foyer d'Hélène, recette d'une renaissance. Daniel débouche la bouteille avec un pop satisfaisant. Remplissant les verres autour de notre table familiale, celle où les repas du personnel sont partagés, pas celle où les décisions sont dictées. À la construction de quelque chose qui reflète vraiment qui nous sommes, je porte un toast. Pas à ce que les autres pensent que nous devrions être. Leur verre se lève en réponse, la lumière captant. Télébule à l'intérieur. Nous rions, nous partageons des histoires sur les débuts chaotiques et nous rêvons de l'avenir. Le lendemain matin, étalé sur mon bureau, 5 offres d'expansion différentes d'hôtels de luxe côtoient une invitation à être juge au concours culinaire du Sud-Est. La photo usée de mon grand-père veille depuis son cadre à côté de mes récompenses. Son bistrot d'origine qui a tout commencé bien avant que les business plans et les MBA n'entrent dans le vocabulaire de notre famille. Je me demande ce qu'il penserait de tout ça. Je crois qu'il serait fier, non pas du succès financier, mais de la préservation de l'esprit de son travail. La passion pour la bonne nourriture et le respect des gens qui la créent et la savourent. Un coup à la porte de mon bureau révèle Clément, CV à la main, ici pour l'entretien de directeur des opérations que j'ai accepté après l'intervention en larmes de notre mère à Noël. L'ambre des Tiraisi, Rive, a finalement fait faillite il y a 2 mois. Une fin triste, mais inévitable pour un navire sans capitaine. Mes parents ont pris leur retraite, humiliés et financièrement diminués. Clément, avec son MBA terni par un échec retentissant, cherche du travail. Il se tient là, dans un costume moins impeccable qu'avant, son arrogance remplacée par une nervosité palpable. Il a l'air plus jeune, plus vulnérable. « Bonjour Hélène », dit-il, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Merci de me recevoir. » Je lui fais signe d'entrer et de s'asseoir. La dynamique du pouvoir entre nous a été complètement inversée. Il est ici, dans mon bureau, dans mon restaurant, pour me demander une chance. Il s'excuse. Pour tout. La prise de contrôle, le sabotage, le manque de respect. Il admet qu'il était arrogant, qu'il pensait qu'un diplôme pouvait remplacer l'expérience et la passion. Il dit qu'il a appris sa leçon de la manière la plus dure possible. Alors que je erre et fléchis à l'opportunité d'intégrer mon frère dans mon entreprise, je me demande si certaines relations familiales peuvent être reconstruites sur de nouvelles fondations
ou si certains ponts, une fois brûlés, doivent le rester. Donneriez-vous une seconde chance à quelqu'un qui vous a trahi professionnellement s'il montrait un changement sincère? Ou est-il préférable de garder les affaires et la famille séparées en permanence? Il me regarde avec espoir, attendant ma décision. Parfois, le plus grand service que quelqu'un puisse vous rendre est de vous sous-estimer. Cela vous oblige à vous évaluer vraiment. Je regarde le CV posé sur mon bureau, puis je lève les yeux vers mon frère. La question n'est pas de savoir s'il mérite une seconde chance. La question est de savoir si je suis prête à prendre ce risque. Mon empire est construit sur la confiance et le respect, deux choses qu'il a autrefois brisées sans hésitation. Ma réponse ne définira pas seulement son avenir, mais aussi le type de leader que je choisis d'être.